Le 1er avril 2026, une fusée s'arrache de la Terre avec une force telle que le sol tremble à des kilomètres à la ronde. À son bord, 4 êtres humains. Leur destination, la Lune. Et ce moment précis, est le plus important de l'exploration spatiale depuis plus d'un demi-siècle. Mais voilà ce qu'on ne t'a pas dit. Derrière les images triomphantes, derrière les sourires des astronautes, derrière les applaudissements de la NASA, il y a des anomalies inexpliquées, des problèmes que l'agence a reconnus à demi-mot, des détails si troublants que les grands médias ont préféré les ignorer. Aujourd'hui, sur Univers Mystère, on lève le voile sur tout ce que personne ne t'a vraiment dit sur la mission Artemis 2. Reste jusqu'à la fin, parce que le dernier point va te faire voir cette mission d'une façon complètement différente. Pour comprendre ce qui vient de se passer, il faut d'abord remonter le temps. Décembre 1972. La mission Apollo 17 décolle depuis Kennedy Space Center. À son bord, 3 astronautes. Ce sont les derniers humains à avoir voyagé vers la Lune. Depuis ce jour, plus rien. 53 ans de silence lunaire. 53 ans pendant lesquels l'humanité s'est contentée de regarder la Lune depuis la Terre, sans jamais oser y retourner. Pourquoi ? Les budgets, la politique, la fin de la guerre froide qui avait retiré toute urgence à la conquête spatiale. Et une question qui hantait les ingénieurs. Comment reconstruire, from scratch, tout ce savoir-faire perdu ? Parce que oui, et c'est vertigineux à réaliser, la NASA avait perdu les plans originaux des fusées Saturne V qui avaient propulsé Apollo. Certaines technologies devaient être entièrement réinventées. C'est dans ce contexte que naît le programme Artemis, un projet titanesque, des milliards de dollars, des années de développement, et un objectif clair, retourner sur la Lune, pour de bon cette fois, et ensuite aller sur Mars. Artemis 1 était un vol non habité, en 2022, un test, une répétition générale. Artemis 2, c'est la vraie chose. Le 1er avril 2026, à 18h35, heure de Floride, le SLS, Space Launch System, s'élève dans le ciel avec 8,8 millions de livres de poussée. Une puissance brute qui dépasse même celle des légendaires Saturne V d'Apollo. Et pour la première fois depuis 1972, des humains quittent l'orbite terrestre. L'équipage. Qui sont ces 4 pionniers ? Arrêtons-nous un instant sur ces 4 personnes, parce qu'elles ne sont pas choisies au hasard. Reed Wiseman, commandant, astronaute vétéran de la NASA. Un homme calme, méthodique, qui porte sur ses épaules le poids d'une mission historique. Et comme tu le découvriras plus tard, un homme qui emporte avec lui quelque chose de profondément personnel dans ce voyage. Victor Glover, pilote. Le premier astronaute noir à faire partie d'un équipage en route vers la Lune. Un symbole, une rupture avec une histoire spatiale longtemps homogène. Sa présence dans ce vaisseau est, à elle seule, un message envoyé à toute une génération. Christina Koch, spécialiste de mission. Elle détient déjà le record du séjour le plus long dans l'espace pour une femme. Maintenant, elle est la première femme à voyager vers la Lune. L'histoire s'écrit en temps réel. Jeremy Hansen, spécialiste de mission, canadien. Le premier non-américain à s'approcher de la Lune. Une mission qui dépasse les frontières nationales. 4 personnalités, 4 histoires, une seule destination. Le vaisseau Orion, qu'ils ont baptisé Integrity, intégrité en français, les transporte à travers le vide intersidéral, vers ce que l'humanité n'a pas vu de si près depuis une génération entière. « 10 jours, c'est la durée totale de la mission. 10 jours pendant lesquels ces 4 humains ont flotté dans un vaisseau grand comme un appartement studio, à des centaines de milliers de kilomètres de toute vie humaine.
Le premier jour, ils vérifient tout. Chaque système, chaque capteur, chaque indicateur. Parce que dans l'espace profond, une erreur ne se corrige pas facilement. Ils testent le système de survie. L'air qu'ils respirent est artificiel. L'eau est recyclée. Chaque ressource est comptée, mesurée, contrôlée. Ils testent le pilotage manuel d'Orion. Les astronautes prennent les commandes, font des manœuvres, simulent des opérations d'amarrage futures. C'est un entraînement en conditions réelles, à 300 000 km de la Terre. Et puis, vient le moment que le monde attendait. Le survol lunaire. Et c'est ce record qu'Artemis II vient de dépasser. Coïncidence de calendrier ? Peut-être. Mais voilà qui donne une dimension particulière à cette victoire. L'humanité a repoussé une frontière qui avait été fixée par une catastrophe évitée de justesse. Comme si l'espace nous rappelait que chaque record a un prix et que cette frontière-là n'avait pas été franchie sans douleur la première fois. Et maintenant, le moment que tu attendais. Parce que officiellement, Artemis II est un succès total. Fanfares, confettis, conférences de presse triomphantes. Mais si tu écoutes attentivement ce que les ingénieurs ont dit lors du briefing post-mission, tu remarques quelque chose d'inhabituel. Ils ont reconnu des problèmes. Pas des petits détails techniques, des problèmes sur des systèmes critiques. Problème numéro 1, le bouclier thermique. Le bouclier thermique, c'est littéralement ce qui empêche le vaisseau et ses occupants de brûler comme une météorite lors de la rentrée atmosphérique. La chaleur générée pendant cette phase atteint plusieurs milliers de degrés. Sans bouclier, il n'y a aucune chance de survie. Ce bouclier a montré un comportement inattendu. Les experts l'examinent. Ils récoltent les données et ils ont clairement indiqué que des modifications seront nécessaires pour Artemis III. Ce qui signifie une chose, ils ont fait voler ce vaisseau avec un bouclier dont le comportement n'était pas entièrement prévisible. Est-ce qu'ils avaient fait une erreur de calcul ? Est-ce que les risques étaient maîtrisés ? Officiellement, oui, mais les questions restent. Problème numéro 2, une valve défectueuse. Dans le module de service, la partie du vaisseau qui fournit l'énergie et la propulsion, une valve a montré des signes de défaillance. Elle devra être entièrement repensée avant la prochaine mission. Une valve, une seule pièce. Mais dans l'espace, une seule pièce peut tout changer. Problème numéro 3. Et celui-là, peu de médias en ont parlé. Les toilettes. À bord d'Orion, le système de gestion des déchets humains n'a pas fonctionné correctement pendant une partie du voyage. 10 jours, dans l'espace profond, avec des toilettes défaillantes. On parle de la NASA, l'agence qui a envoyé des hommes sur la Lune, l'agence avec un budget annuel de 25 milliards de dollars. Et ils n'ont pas résolu le problème des toilettes ? Ce détail peut faire sourire, mais il dit quelque chose de profond sur la complexité de vivre dans l'espace. Sur le fait que même les choses les plus basiques deviennent des défis techniques extraordinaires quand tu es à 300 000 km de chez toi. Mais parlons maintenant des détails qui donnent à cette mission une dimension presque mystique. Des détails humains, des coïncidences troublantes, des moments que les grandes chaînes n'ont pas jugés dignes d'intérêt. Nous, on les trouve fascinants. Premier détail, les cratères baptisés depuis l'espace. Pendant le survol lunaire, l'équipage a nommé 2 cratères sur la surface de la Lune. L'un d'eux a été nommé en l'honneur de la femme du commandant Wiseman, décédée avant la mission. Pense à ça, un homme qui décolle vers la Lune, qui regarde depuis le hublot d'un vaisseau spatial la surface grise et silencieuse de ce monde mort, et qui voit, gravé pour l'éternité dans la roche lunaire, le nom de celle qu'il a perdue. Je ne sais pas toi, mais ce moment-là me touche profondément, parce qu'il nous rappelle que derrière chaque exploit scientifique, il y a des êtres humains, avec leurs amours, leurs deuils, leurs histoires. Deuxième détail,
le message d'outre-tombe. Avant le lancement, la NASA a demandé à d'anciens astronautes d'Apollo d'enregistrer des messages vidéo pour l'équipage d'Artemis II. Une façon de passer le flambeau entre générations. Parmi eux, Jim Lovell, le commandant d'Apollo 13, l'homme qui a survécu à l'impossible. Il a enregistré son message quelques semaines avant sa mort, en août 2025. Ses dernières paroles enregistrées, destinées à des astronautes qui allaient, des décennies plus tard, dépasser son propre record de distance. Un homme qui a failli mourir dans l'espace, qui transmet un message à ceux qui iront plus loin que lui, et qui part ensuite pour le plus long des voyages. Il y a quelque chose dans ce moment qui dépasse la science, qui touche à quelque chose de plus grand. Troisième détail, la peluche qui a voyagé autour de la Lune. La NASA a organisé un concours mondial pour choisir une mascotte, appelée Zero Gravity Indicator, qui flotterait librement dans le vaisseau pendant la mission, signalant visuellement le moment de la pesanteur. Plus de 2600 créations soumises depuis 50 pays différents. Des enfants, des artistes, des passionnés du monde entier. Le gagnant, Lucas Ye, 8 ans, Californie. Sa création, Rise, une peluche représentant la Lune portant la Terre comme une casquette de baseball, inspirée de la célèbre photo Earthrise prise par Apollo 8 en 1968. Cette petite peluche cousue à la main, conçue par un enfant de 8 ans, a voyagé autour de la Lune. Elle est revenue sur Terre. Et elle contient, cousue dans sa doublure, une carte SD, avec les noms de milliers de personnes qui s'étaient inscrites au programme de la NASA. Des noms humains, autour de la Lune, pour la première fois depuis 50 ans. Artemis II, c'était un test, un voyage de reconnaissance, une façon pour la NASA de vérifier que ses systèmes tiennent avant de vraiment aller au bout. Artemis III est prévu pour 2027, et cette fois, l'objectif est différent. Cette fois, des humains vont poser le pied sur la Lune. Mais avec des questions ouvertes, un bouclier thermique à corriger, une valve à repenser, des délais serrés, un programme qui avance vite, peut-être trop vite selon certains ingénieurs, qui ont exprimé des réserves. Et derrière Artemis III, il y a un objectif encore plus grand, encore plus vertigineux. Mars. L'humanité parle de Mars depuis des décennies. Mais pour la première fois dans l'histoire, ce n'est plus une utopie. C'est un plan, avec des dates, avec des équipes, avec des budgets. Et tout commence par ce survol lunaire du 1er avril 2026. Comme si l'humanité, après 53 ans d'immobilisme, avait décidé de se réveiller, d'un coup, en grand. La question n'est plus « est-ce qu'on va retourner dans l'espace profond ?» La question est « qu'est-ce qu'on va trouver quand on ira vraiment loin ?» Artemis II n'était pas juste une mission spatiale, c'était un signal, un message envoyé depuis le vide intersidéral à toute l'humanité. Un message qui dit « Nous sommes encore capables de rêver grand, de risquer, d'explorer l'inconnu malgré les doutes, malgré les pannes, malgré les boucliers thermiques qui se comportent de façon inattendue et les toilettes qui tombent en panne à 300 000 km de chez nous. » Et sur Univers Mystère, on sera là à chaque étape de cette aventure, pour décrypter, pour analyser, pour te montrer ce que les autres ne te montrent pas. Si cette vidéo t'a appris quelque chose que tu ne savais pas, abonne-toi maintenant.
clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire, tu penses qu'Artemis 3 va vraiment réussir à poser des humains sur la Lune en 2027 ou est-ce qu'on court trop vite vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore? Ta réponse m'intéresse vraiment. À très bientôt pour explorer l'univers ensemble.